commencer par accueillir Christophe du groupe Chantel avec Michael qui vont nous présenter donc le trigger marketing réinventé. Messieurs, c'est à vous. Merci Marc, merci à tous, bonjour à tous. Christophe, je te laisse te présenter pour démarrer. Écoutez, donc bonjour à tous. Donc, moi je suis Christophe Lemaire, je suis en charge du marketing digital et du CRM au sein du groupe Chantel. Alors le groupe Chantel, c'est une très grosse PME, on est plus de 6000 collaborateurs et en fait on fait tout, de la conception des produits jusqu'à leur vente. Et on a plusieurs marques. On a des marques de corsetterie, que je vais qualifier d'historique, donc Chantel, Passionata. On a une marque créateur, Chantal Thomas, qu'on a racheté il y a 5 ans. On a une marque enseigne d'Argeling, où pareil, on conçoit les produits et on les vend directement dans nos 150 magasins en France. Et on a un réseau de distribution Orcanta qui vend les marques du groupe, que j'ai cité précédemment, et qui vend aussi des marques externes. Et on a 2 marques locales, une marque au Danemark qui est Femilette et une marque en Hollande, Livera. Donc tout ça, ça représente à peu près 400 magasins en Europe. Et du coup, on a un vrai sujet. Enfin, ça a été mon sujet quand je suis arrivé. Je suis arrivé dans le groupe Chantel il y a 1 an, en janvier 2016. Et on m'a dit, écoute Christophe, on va te donner la responsabilité du CRM pour toutes ces enseignes. On va te donner la responsabilité du marketing digital. Et tu vas nous prouver qu'on peut apporter de la valeur ajoutée à tout ce qu'on fait en nourrissant le online avec le offline et en nourrissant le offline avec le online. C'est le sujet de notre prise de parole avec Michael aujourd'hui. Exactement. Alors je me présente rapidement. Michael Froment, président de Commanders Act. Alors c'est peut-être un nouveau nom pour vous. Anciennement, nous nous appelions TAC Commander. Donc peut-être que certains sont clients, en tout cas nous connaissent. Ce rebranding vient du fait que nous avons développé plus d'expertise que ne le laissait paraître notre ancien nom. Et nous avons désormais une offre de tag management qui s'appelle Tag Commander, une offre qui travaille sur la réconciliation des identités, cross-device, online-offline, qui s'appelle Fuse Commander, une offre DMP qui s'appelle Data Commander et une solution d'attribution qui s'appelle Mix Commander. Voilà, désolé pour la partie catalogue, mais en tout cas, voilà, au moins j'ai passé mon message de directeur marketing et vous êtes au courant de ces nouveautés. Voilà. Ce qui est génial, c'est que ça préfigure l'interfaçage avec Actito, bien Bien sûr. sûr, ça faisait partie de la stratégie. Voilà. Pour démarrer sur ce sujet de l'omnicanal, je pense qu'effectivement, un des sujets qui fait le plus souffrir les organisations, parce que c'est un sujet plus complexe, mais qui est aussi plein de promesses quand on commence à rejoindre ces deux univers. Alors, il y a un petit schéma sur lequel on a travaillé récemment, parce que vous savez qu'une des difficultés de nos métiers à tous, c'est qu'on est très vite jargonneux. On est très vite jargonneux parce que voilà, c'est un peu la culture, et puis plus on sort des mots compliqués, plus on paraît intelligent, donc voilà, ça déclenche parfois des effets pervers. Il y a une dimension importante en ce moment, c'est que l'ensemble de l'écosystème digital est en train de changer. Il change, la révolution qu'on a appelée du programmatique, donc la partie médias, communication, avant l'arrivée sur votre site, a introduit, a effacé petit à petit le marketing de masse que vous voyez à l'écran, et a introduit la possibilité de remettre à l'honneur ce triptyque dont parlait Marc ce matin, qui est segmentation, ciblage, personnalisation. Vous avez à l'écran un exemple qui n'est pas si loin de ce qu'on voit au quotidien, que ce soit sur la partie CRM, que ce soit sur la partie média aussi. Une des premières applications d'une DMP, ça consiste par exemple à rationaliser, c'est-à-dire qu'à éviter d'envoyer des messages qui n'ont aucun sens, qui ne génèrent aucune valeur. Donc ça reste un grand classique. Et c'est un peu le thème généralement de l'efficacité marketing, de la performance que vous recherchez au quotidien. J'entendais beaucoup de questions sur les résultats, les chiffres. On a tous cet objectif-là. Donc c'est un bon... Avoir ce tableau en fond de décor, c'est, je trouve, intéressant. Alors, la démarche qui normalement vous anime tous, c'est de travailler ce qu'on appelle l'expérience client. Pourquoi est-ce qu'on cherche tous à travailler l'expérience client? Parce qu'a priori, c'est connecté aux revenus, à la performance de vos organisations, et c'est un des enjeux. Alors, c'est un des enjeux, mais néanmoins, de mon côté, je n'ai pas une culture complètement CRM, donc peut-être que soit je ferai quelques généralités, soit au contraire, je serai un peu à côté de ce que vous entendez au quotidien. Mais pour moi, l'expérience client, elle démarre au moment où vous êtes prospect. Elle démarre dès le premier contact entre le matériel marketing de votre marque
et le visiteur que vous cherchez, la personne que vous cherchez à faire venir sur votre site. Et c'est un point important parce que l'expérience client, c'est aussi au cœur du travail des vendeuses du groupe Chantel dans les magasins. Il y a une évidence que vous connaissez tous, c'est qu'il est plus facile d'améliorer l'expérience client et de bien accueillir un client si on sait à peu près qui c'est. Et évidemment, si on ne sait rien du tout, on va développer d'autres tactiques qui font partie de l'expertise de ces métiers-là, mais ça sera un petit peu plus compliqué. Donc il y a un des enjeux, clairement, qui est d'en savoir un petit peu plus sur chacun des clients. Alors, aujourd'hui, le 5%, le 95%, on pourra en faire des débats. Je n'en sais rien moi non plus. Mais en tout cas, il y a certainement beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées. Alors ce 5%, pourquoi est-ce que je dis que 5% seulement de l'active data dont vous disposez est utilisé? Alors, première chose, tout simplement, parce que souvent, dans la culture CRM, vous commencez à vous intéresser à vos audiences à partir du moment où elles se sont identifiées. Ce qui a beaucoup de sens, mais qui laisse de côté l'ensemble des personnes qui sont venues sur votre site ou interagi avec votre matériel, mais qui ne sont pas allées jusqu'à l'identification, jusqu'à la souscription, jusqu'au formulaire rempli, etc. Donc c'est un premier point de blocage. Deuxième point, les informations, les systèmes CRM, ils fonctionnent très très bien sur la communication adressée. Or, vous savez qu'il y a toute une partie des gens qui s'intéressent à vos marques et à vos produits que vous n'arriverez pas à identifier. Il y avait un sujet tout à l'heure là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à tracer, reconnaître, identifier, créer des liens entre les différentes identités? Et puis troisième dimension, les données de navigation, c'est-à-dire tout ce que les visiteurs font sur votre site avant de se déclarer, sont des choses qui sont souvent hors système aussi. Et la dernière dimension qui fait que je milite pour la baisse du niveau des maires, c'est peut-être le seul sujet sur lequel ça aurait un sens, c'est tout simplement que vos clients n'arrêtent pas de vivre une fois qu'ils quittent vos propriétés ou vos sites web, continuent à naviguer sur le web. Et là aussi, c'est une partie des informations qui vous manquent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils quittent votre site? Donc pour améliorer l'expérience client, il va falloir acquérir un petit peu plus de données et pouvoir construire des profils un petit peu plus pertinents. Alors si on reprend ces 4 petits bonhommes, que vous voyez à l'écran, vous avez 4 personnages qui ont fait 4 visites très différentes de votre site. Imaginons que vous soyez un site e-commerce, pour reprendre des exemples simples. On a un premier personnage qui a fait une visite à ce qu'on appelle à une page, si vous avez vous fréquentez un peu le Web Analytics, qui va augmenter la métrique bounce rate. On a un deuxième visiteur qui a regardé un petit peu plus, qui est rentré dans le catalogue produit, qui a regardé 2-3 éléments. On a un troisième visiteur qui s'est rapproché du but. Il est allé jusqu'au funnel de conversion, mais il a abandonné. Et puis enfin, celui qui est allé jusqu'à l'objectif qui est le vôtre, c'est-à-dire il a converti, il a consommé. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous dans la salle des rapports différents avec ces scénarios-là. Je vois beaucoup d'hétérogénéité quand je discute avec les équipes. Je pense que ça, c'est la chose que vous maîtrisez le mieux, puisque vous construisez des filières d'accueil client. Donc à partir du moment où j'ai tout bien fait, je rentre dans votre système et vous m'accompagnez et vous me faites progresser dans la création de valeur. Ce deuxième élément-là, ce qu'on appelle l'abandon de panier, je pense que certains d'entre vous le font. Relance sur abandon de panier, je pense que ça fait partie de certains classiques, ou en tout cas des best practices. Peut-être que d'autres ne l'ont pas encore mis en place. Mais en tout cas, je trouve que c'est encore quelque chose de relativement facile à atteindre. En revanche, les 2 premiers parcours sont des parcours qui posent problème à beaucoup d'annonceurs, beaucoup de marques, beaucoup d'équipes marketing. Parce qu'on est dans des contextes où on ne sait pas identifier, ça sera un des thèmes de Christophe. Donc finalement, on ne sait pas à qui on parle, et personnaliser ou travailler l'expérience client quand on ne sait pas à qui on parle, ça devient nettement plus compliqué. Je crois que c'était une question d'ailleurs tout à l'heure, si j'ai bien compris la question qui était posée, c'est quand on envoie un mailing postal par exemple, qu'en fait ça génère une visite online, mais finalement que la visite online s'arrête là, comment je fais pour savoir que mon mailing postal a généré une visite online? Donc ça c'est un des sujets auxquels on va essayer de s'attaquer. Et après pour reprendre ce que disait Mickaël, ces 2 scénarios sont d'autant plus embêtants en termes d'analyse si on a payé et si on a payé cher pour faire venir la personne sur notre site. Donc on a un vrai sujet, et c'est quand je dis nourrir le offline avec le online et inversement, c'est de comprendre est-ce que finalement cette personne-là, on l'a définitivement perdue quand elle est partie, ou est-ce qu'elle a été dans un de nos magasins. Donc ça, c'est vraiment la clé à laquelle on essaie de répondre avec Mickaël. Exactement. Et une des tendances de fond du moment, dans lequel s'inscrit le projet mené avec Christophe et Actito, c'est que pendant les 20 dernières années, ces 4 petits schémas, ils étaient pour vous essentiellement vus sous l'angle du reporting. C'est-à-dire vous connectiez à votre outil de Web Analytics qui vous disait il y a tant de personnes qui ont fait ça, tant de personnes qui ont fait ça, etc. Et donc on monitorait bien ces sujets-là.
On monitorait et on savait si on était mieux que la semaine dernière ou moins bien que la semaine dernière. Néanmoins, on n'avait aucune possibilité d'action. Et une des grandes tendances du marché en ce moment, c'est de commencer à fusionner cette approche où on comprend la connaissance client et l'approche, le moment où on agit. Donc information et action sont beaucoup plus reliées que ça ne pouvait l'être avant, et ça concerne beaucoup plus de cas. Et d'où l'idée de ce trigger marketing réinventé, c'est-à-dire de faire de toute information que vous captez sur vos propriétés vraiment un trigger pour nourrir une campagne. Pour chacune de ces actions, vous devriez avoir une bibliothèque de campagne prévue et un connecteur qui permet d'activer cette audience d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc l'enjeu, aujourd'hui, il est de construire cette connaissance client qui n'est pas en silo, qui n'est pas parcellaire, qui réunit ce qu'on a compris d'un visiteur en magasin et ce qu'on a compris d'un visiteur online, d'un visiteur anonyme et d'un visiteur identifié, et qui permet d'avoir l'ensemble de la chaîne, de la première exposition à une campagne jusqu'à l'achat répété, entre guillemets, donc au moment où la personne est passée dans votre univers. Alors, on a là-dessus, on a un schéma sur lequel on s'est beaucoup interrogé avec Christophe, qui était celui-là. Juste, Mickaël, peut-être on peut poser une question. Qui dans la salle est confortable avec le concept de DMP? Qui est à l'aise avec le concept de DMP? Donc une grosse moitié. Donc il y en a une petite moitié du coup qui est peut-être moins à l'aise. Alors en tout cas, on passera vite sur ce schéma, mais l'idée c'était de bien expliquer que CRM et DMP étaient des systèmes complémentaires. Parfois c'est pas aussi simple que ça. Et peut-être que ce que pourra expliquer Christophe, c'est ce qu'apporte chacun des deux systèmes, indépendamment des petites lignes que vous pouvez voir qui comparent les deux éléments, mais ce qu'apporte chacun des systèmes au projet qu'il a imaginé. Du coup, on va passer au slide d'après pour expliquer ça. Voilà le projet. Alors du coup, je reviens sur le concept de base, c'est comment on peut gagner en intelligence en nourrissant mutuellement les données qu'on collecte offline et les données qu'on collecte online. Donc ce qu'on a fait avec Mickaël, Marc et notre prestataire de base de données, c'est qu'on s'est vu en 2016 et puis on s'est dit pour faire tout ce qu'on a envie de faire, il faut qu'on fasse ça. Donc ça, c'est quoi? C'est déjà une première étape qui est, là je vais enfoncer une porte ouverte, qui est juste collecter les données. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais collecter les données, ça veut dire tout simplement donc, collecter vos données transactionnelles. Donc là, je pense que j'ai une population très CRM en face de moi, donc ça, tout le monde le fait. Mais surtout, collecter et historiser vos données de vos sites internet et e-commerce. Donc pour ça, on a choisi donc, la DMP Tag Commander. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de DMP, c'est une grande base de données dans laquelle on va stocker toutes les interactions web, toutes les pages vues, tous les produits vus, tous les produits ajoutés au panier. Pour un utilisateur donné, données qui sont principalement anonymes, qui sont reliées à un cookie. Et du coup, tout l'enjeu, une fois qu'on a collecté ces données, donc on a deux silos qui ne se parlent pas, l'objectif c'est de passer au step d'après, c'est d'arriver à réconcilier ces données. C'est-à-dire comment, face à un cookie anonyme, principalement, puisque dès que vous rentrez dans le funnel de conversion que vous loguez, finalement le cookie est plus anonyme, mais comme on l'a vu, c'est 5% de votre audience, il y a 95% que vous n'arrivez pas à reconnaître. Comment finalement on fait le lien entre ces cookies anonymes et les ID clients dans notre base CRM. Donc c'est ce qu'on appelle le CRM onboarding. Donc ça c'est le projet qu'on est là, on est vraiment dans cette étape là aujourd'hui avec Mickaël et Marc. C'est comment finalement en face de chaque cookie on va mettre un identifiant CRM. Donc là il y a plusieurs méthodes, donc je l'ai évoqué, il y a bien sûr la fin de funnel de conversion, il y a mettre des traceurs dans vos emails. Vous mettez des traceurs dans vos emails, dans toutes vos communications, et du coup, vous reconnaissez la personne. Ça répond du coup à la question qui était posée, c'est que si j'envoie des emails régulièrement à mes clients, qu'à un instant T, je fais le lien entre un cookie et un ID client dans mon CRM, que je l'historise, et que 2 mois plus tard, j'envoie un mailing postal à cette personne-là qui vient sur le site, je sais que c'est cette personne-là qui est venue sur mon site, même si elle ne déclare rien. Donc là, ça répond en partie à la question. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer au step d'après, qui est finalement comment on va commencer à nourrir avec les données qu'on a nos dispositifs online avec ce qui se passe offline. Donc pareil, ça devient assez commun, ça a été évoqué, on parlait de prédictif.
on a sur beaucoup de sites e-commerce des algorithmes prédictifs qui disent puisque vous avez vu tel produit, on suppose que tel produit va vous intéresser. Ce qui sera intéressant, c'est que maintenant, vu qu'on a fait le lien entre tous les achats offline d'un client et des données de navigation online, on pourra lui dire, puisque offline vous avez acheté ça, et que tous les clients qui ont acheté ça offline aussi ont après acheté ça offline ou online, ce produit-là peut vous intéresser. Et de même, on parlait de payer pour acquérir des visiteurs qui potentiellement voyaient 2 pages et puis partaient. Ça peut coûter assez cher. Et puis on peut mal lire la donnée du coup, parce qu'on peut dépenser 1000 € pour une campagne ou 5000 € pour une campagne, générer 0 vente et se dire ce dispositif-là n'est pas du tout rentable. Alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'il a fait venir plein de gens en magasin et que quand on rapporte ça au chiffre d'affaires magasin, on a quelque chose qui est extrêmement rentable. Donc ça, c'est des premiers cas d'usage très simples qui est juste en fait lié à la connexion entre la DMP et le CRM et qui ne nécessite pas d'investissement supplémentaire. Ce qu'on veut faire d'ici la fin de l'année, c'est justement, ces preuves-là, on va les avoir, on va dire, sur T2, sur T3. C'est qu'en fin d'année, on lance justement des investissements parce qu'on aura prouvé qu'avec l'argent qu'on dépense online, on génère du chiffre d'affaires offline. Et du coup, comment on va plus loin et on répond à la problématique de Mickaël qui est ce mot-clé générique sur AdWords qui m'a coûté de l'argent, où j'ai fait venir un visiteur qui a regardé des produits sur mon site, qui après est allé en magasin. Aujourd'hui, la vendeuse, elle reçoit cette personne-là comme quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Demain, potentiellement, si on met en face de cette navigation-là un ID client, qu'on sait mettre en face de cet ID client des produits qui ont été vus, voire des produits qui ont été ajoutés au panier, et que ce panier est disponible sur une interface vendeur en magasin, du coup, la vendeuse elle aura un job qui sera énormément facilité. Et là, on n'est pas dans la science-fiction, puisque la donnée elle est collectée aujourd'hui par TACO, il faut juste faire le lien avec un ID CRM, faire l'investissement de mettre à disposition du vendeur une interface qui va aller lire la donnée, soit dans le CRM, soit dans la DMP, de ce client-là, il a vu tel produit ou il a mis tel produit dans son panier, et après on a gagné. Et alors après, à la fin, je ne sais pas si tu veux commenter la dernière. Non, à la fin, c'est la partie que vous voyez en bleu, c'est une partie qui a simplement pour objectif de dire qu'il faut monitorer la performance de l'ensemble, parce qu'effectivement, vous avez tous des intuitions, certaines intuitions seront bonnes, d'autres seront mauvaises, donc il faut simplement maintenir un bon monitoring de l'ensemble du dispositif. Sur la réconciliation, le taux de réconciliation, le taux de match entre vos différents ID, c'est une étape évidemment clé du projet. Parmi les petits commentaires que je peux ajouter, il y en a un qui est intéressant sur la réconciliation, c'est que de plus en plus, il y a des stratégies spécifiques, des services spécifiques qui sont développés afin de récupérer de l'identité, de la réconciliation, notamment le fait d'envoyer la facture par email quand vous passez en caisse. C'est une très bonne façon de commencer à relier ces deux univers. Donc il y a toute une série, c'est à la fois capter la donnée et en même temps penser un petit peu différemment sa stratégie marketing du fait de ces nouveaux enjeux qui arrivent, c'est-à-dire essayer de savoir à qui on parle et puis comment il faut lui parler, en tout cas ce qui peut l'intéresser. Un petit mot peut-être aussi, puisque c'est quand même Actito qui organise cette journée aujourd'hui. Pourquoi du coup on a choisi Actito on top de tout ça? C'est que, comme l'a dit Marc en introduction, la force d'Actito et de leur nouveau produit, alors j'ai oublié l'acronyme DFE, qui va en fait venir directement s'appuyer sur la base de données marketing. Du coup, comme nous, on aura fait le travail avec TACO, avec le prestataire avec Commanders Act, pardon. C'est magnifique. La première fois, j'ai pas osé te reprendre. Là, Et notre prestataire de base de données d'organiser, de digérer cette donnée-là. Cette donnée-là, elle sera disponible après pour des ciblages et pour de la personnalisation dans nos canaux de communication client classique, parce qu'on continue bien sûr à envoyer des emails, à envoyer des courriers papier et des SMS. Il y a un mot-clé qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, tu me dis pour le timing, mais en tout cas, c'est cette idée de pertinence que vous connaissez tous. Mais autour de tout ça, le fil rouge, c'est d'être pertinent dans les interactions que vous avez avec vos clients, avec vos prospects. Et la pertinence, pour ceux qui ont déjà essayé, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous commencez à passer d'emailing non segmenté à des emailing segmentés, vous devez voir normalement les choses bouger. Et quand vous adressez, comme par exemple vous envoyez un email à des personnes qui sont intéressées à certains produits sur un site web, vous voyez les taux d'ouverture et les taux de clic qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous aviez en moyenne. Donc ça a du sens de continuer à creuser ces pistes-là, parce que la perf qui en résulte va vous faire sourire. Il y a une petite lumière rouge au fond. Oui, je sais, oui, je la voyais pas, mais voilà, c'est ça. On est arrivé à l'heure des questions. Donc, c'est quelques
quelques questions dans la salle. Peut-être Roland, oui. Oui, bonjour, Roland Gallo, Traveljo, Serian. Juste une petite question sur la recollection des données, notamment des cookies, et sur la partie multi-device, comment elle est appréhendée, surtout sur les personnes, bien évidemment, qui ne sont pas encore connues. Je commence à répondre. Oui, sur ton... Voilà. Alors du coup, c'est extrêmement lié. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, quand on veut mettre en face d'un cookie un ID CRM, quelque part, on fait la réconciliation multi-device. Puisque notre challenge, ça va être pour chaque device de chaque client, de lui mettre en face son ID client. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de relier plusieurs sessions, même fait sur plusieurs devices, à un même ID client. Donc ça, c'est ma vision fonctionnelle. Je ne sais pas si, Miguel, tu veux compléter sur la vision Oui, on peut compléter. Alors, comme vous l'imaginez, déjà, par votre question, il n'y a pas de solution magique. Donc, la première approche, c'est ce qu'on appelle déterministe, c'est-à-dire qu'on attend des points de connexion sur les différents devices. Et puis à partir de là, on rattrape ces données, on les reconnecte et on réécrit le Customer Journey complet. Donc ça, c'est l'approche par principe. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement développer des services spécifiques qui vont pousser à l'identification, mais ça, c'est un peu le principe de base. Le point qui est important, c'est de comprendre que même si on n'arrive pas à réconcilier 100% de ces fameuses interactions cross-device, si on arrive à en récupérer seulement 30, 40 ou 50, on fait déjà sur cette population-là de très gros progrès. Avec Nestlé Suisse, on est passé de 0% d'identification avant tout projet à 30 ou 40% d'identifiés. Quand on a 30 ou 40% des visiteurs qui arrivent et qui sont identifiés dès la première page, tout de suite, on peut laisser courir son imagination et on a d'autres éléments à mettre en place. Sur les environnements bancaires, il y a beaucoup de consultations des comptes. Donc, on est sur des contextes un peu particuliers où il y a 50, 60, 70% d'identifiés. Dans le monde de l'assurance, c'est plus compliqué parce qu'on ne retourne pas souvent sur son assurance. Enfin voilà, il va y avoir des différences sectorielles importantes ensuite. Mais ça vaut le coup quand même de travailler sur les projets, même si on sait qu'on n'arrivera pas complètement à couvrir le point. Merci. Dernière question. Oui, une question sur le volet organisation côté de votre entreprise. Pour mener un projet comme celui-là, et donc pour traverser l'organisation, bien suivre le client, en quoi ou comment avez-vous fait évoluer votre organisation à ce jour et puis, Alors du coup, moi je suis assez récent dans l'entreprise et c'est la réponse à votre question en fait. Mon arrivée dans l'entreprise est la réponse à votre question. tout seul? En fait, ce qui se passe, c'est que si vous vous souvenez du premier slide, on a plein de marques, plein de réseaux de magasins. Chantel, j'ai dit, c'est une grosse PME parce que ça n'appartient pas à un grand groupe, c'est une entreprise familiale. Et il y a eu une décision de se dire, arrêtons de fonctionner par silo de marques et centralisons les compétences. Du coup, moi j'ai été recruté pour justement aller faire fusionner en fait tous les gens qui travaillaient sur des problématiques CRM, tous les gens qui travaillaient sur les problématiques d'acquisition online au sein d'une même équipe. Donc déjà au sein d'une même équipe, on a toutes les personnes déjà qui peuvent traiter de ces sujets-là. Et après, c'est travailler main dans la main avec les équipes techniques pour animer ce genre de projet. Mais une fois qu'on a au sein d'une même entité des équipes qui parlent de digital et des équipes qui parlent de CRM, le job il est déjà gagné. Je me suis pas présenté complètement, j'ai travaillé 10 ans chez SFR avant. Faire un projet comme ça, oui, mais c'est pas dans le timing qu'on va avoir sur Chantel. Voilà. Merci. On est obligé de conclure, je suis désolé, Oui. on est arrivé au bout. Un dernier point là-dessus, juste, c'est que le titre de Christophe est sympa parce qu'il réconcilie des univers qui étaient souvent complètement... Digital silos. et Voilà. CRM. Merci.